Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale d'Euronews en direct du Parlement européen à Bruxelles. Ce soir, nous commençons la course du scrutin européen. Qui remplacera le prochain président de la Commission, Jean-Claude Juncker? 6 candidats, vos questions, une série d'éditions spéciales qui commence ici. Voici Raw Questions. C'est pour elle que nous sommes ici ce soir, la candidate des Verts, Ska Keller. Nous allons aborder beaucoup de questions sur de multiples sujets. Mais avant ça, nous devons évoquer ces manifestations sans précédent depuis quelques semaines contre le changement climatique dans le monde. Notamment à Londres, certaines des plus grandes manifestations que nous ayons vues. Cela a dominé l'agenda de l'actualité de la semaine dernière. On ne peut pas ignorer cet enjeu, que l'on soit d'accord ou non avec les blocages. Des images à Londres plutôt extraordinaires, Ska. Qu'en pensez-vous? Vous encouragez, vous auriez souhaité faire partie de ces manifestants? Je trouve vraiment incroyable que nous assistions à ce grand mouvement climatique dans le monde entier et dans toute l'Europe. Je pense que cela est très important car la question du climat a été trop longtemps en bas de l'agenda. Je veux dire que nous, les Verts, avons crié « Hé, parlons du climat et de l'environnement » et tout le monde nous disait non. Mais à présent, le climat est au premier plan de l'agenda comme il se doit car nous n'avons qu'une seule planète sur laquelle vivre, nous devrions donc vraiment tout essayer. Même si cela provoque des perturbations? Je veux dire que cela cause des dégâts matériels et les gens qui essaient d'aller au travail, vous leur dites « Nous le faisons pour le climat, donc il va être difficile d'aller au travail aujourd'hui ». Oui, bien sûr, chaque manifestation doit bien sûr toujours être très pacifique et nous ne devons pas oublier que le changement climatique a déjà causé beaucoup de bouleversements à de nombreuses personnes qui perdent leur maison et leurs moyens de subsistance. Nous commençons à avoir des sécheresses dans toute l'Europe. Êtes-vous d'accord avec l'action directe? Pensez-vous que les gens devraient bloquer les rues, les stations de métro et les trains pour faire passer leur message? La désobéissance civile a une très longue histoire et je pense qu'il est important de faire entendre sa voix. Par exemple, si les étudiants ne devaient faire grève que le week-end, personne ne les entendrait. S'ils font grève en période scolaire, ils seront entendus. N'oublions pas que le changement climatique perturbe vraiment nos vies et celles de beaucoup de gens. Nous devons donc vraiment agir. C'est devenu un élément majeur de l'agenda politique, un sujet qui divise. Et nous aurons beaucoup de questions à ce sujet pour vous, mais avant d'y arriver, voyons qui est Ska Keller. À la rencontre de Ska Keller, qui mène la campagne des Verts en duo pour devenir présidente de la Commission européenne. C'est incroyable de vous voir, vous n'abandonnez pas, vous continuez le combat pour vos droits. Mais qui est-elle? Ska Keller est née près de la frontière polonaise en Allemagne de l'Est. Elle a mené campagne et fait de l'activisme toute sa vie. Pour toutes les personnes qui vivent sous la dictature, comme le pays où je suis née. Elle a rejoint les Jeunes Verts en 2001 à l'âge de 19 ans, puis le parti un an plus tard. À 27 ans, sans trop d'expérience à Bruxelles, elle est devenue l'une des plus jeunes déléguées du syndicat. Et bien qu'étrangère au Parlement, elle s'est toujours sentie chez elle lorsqu'elle était sur le terrain. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté de la haine et des murs ou sommes-nous du côté de la démocratie et de la construction de ponts? Elle est désormais membre de la Commission de la Justice et des Affaires intérieures sur les libertés civiles et coprésidente de son parti. Faisons de l'Europe le contre-modèle de Trump. Elle se bat pour une Europe sans frontières et plus juste. Mais tout n'a pas été simple. Elle a fait face à des critiques pour sa position libérale sur la migration, sa politique de portes ouvertes, ou pour avoir contesté des projets dans un parc naturel en Bulgarie. Elle a d'ailleurs été qualifiée de délirante et de djihadiste verte. Je vous vois sourire. Que pensez-vous du terme djihadiste verte?
Ce fut une visite mémorable en Bulgarie lorsque je me suis jointe aux manifestants pour protéger le parc national, puis le vice-premier ministre a dit que je devais être expulsée du pays. C'est choquant de voir un gouvernement dire « Nous ne voulons pas que les gens protestent, nous voulons en fait jeter les députés élus hors du pays ». Passons à notre première question de la soirée par Sami Shavit, qui vient de l'université ULB. Sami, quelle est votre question? Bonjour Ska. Alors que nous venons de voir beaucoup de mouvements sociaux partout en Europe, en particulier en France avec les Gilets jaunes, ma question est donc simple. Quelle est votre position sur les taxes sur les billets d'avion et les carburants? Merci beaucoup pour la question. Je pense que nous devons mettre fin aux subventions pour les voyages en avion car, à l'heure actuelle, nous accordons aux compagnies aériennes un allègement fiscal, alors que l'on taxe lourdement les trains, par exemple. Donc vous payez une taxe sur un billet de train, pas sur un billet d'avion. Les compagnies aériennes ne payent pas d'impôts sur leurs transactions, ce qui crée une concurrence déloyale. Nous devons mettre fin aux subventions qui nuisent à la planète. Nous dépensons 55 milliards d'euros de subventions annuelles pour les énergies fossiles au lieu d'investir dans une technologie respectueuse du climat. Les problèmes climatiques sont totalement liés aux problèmes sociaux. Les pauvres souffrent le plus des changements climatiques et les pauvres émettent beaucoup moins de CO2 que les riches. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous assurer que les gros pollueurs payent plus. Et par exemple, nous devrions rembourser le prix du CO2 par personne, ce qui signifie que les faibles revenus bénéficieront de ce système. C'est votre réponse aux accusations selon lesquelles une politique climatique agressive est en train de nuire à la classe ouvrière? C'est drôle que vous parliez de politique climatique agressive. Nous essayons de sauver cette planète pour les prochaines générations. Alors oui, nous prenons des mesures urgentes, mais il est clair que ce sont les riches et les grandes entreprises qui émettent le plus de CO2. C'est une question de justice sociale. Nous avons également des questions non seulement du public ici, mais aussi de chez vous, par vidéo. Notre première question ce soir vient de Beth Doherty, qui vient de Dublin, en Irlande. Écoutons-la. Le changement climatique affectera surtout les plus jeunes. Avez-vous l'intention de préserver notre avenir avec des plans et des objectifs concrets? Ou allez-vous continuer avec des promesses vides et des objectifs vagues? Des promesses vides, c'est ce que pensent certains jeunes comme Beth. Oui, je suis totalement d'accord, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde parle de politique climatique. Mais si nous examinons les votes des partis ici au sein du Parlement européen, il y a eu en effet beaucoup de promesses en l'air. Lorsque les partis votent contre les objectifs climatiques pour 2030, lorsque les gens votent contre la limitation des émissions de CO2 des voitures et des camions, la discussion est vraiment vide. Et nous avons besoin d'une action très concrète, très rapidement. Nous allons donc passer à notre prochaine question de Maria Isabel Soldevilla, qui est professeure à l'université ULB. Quelle est votre question? Je vous remercie. Vous avez beaucoup parlé de justice sociale. Alors comment faire avancer l'égalité des sexes? Comment en faire une priorité pour l'Union européenne? Oui, nous devons insister sur l'égalité des sexes. Le traité de Rome, qui a institué l'Union européenne, évoquait l'égalité des sexes. Eh bien, je dirais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Si nous examinons le Parlement européen actuel, le quota de femmes n'est guère supérieur à 30%, c'est abominable. C'est vraiment terrible, car nous représentons 50% de la société, voire plus. Et cela devrait être représenté dans cette Assemblée, mais ça ne l'est pas. Nous souhaitons placer les femmes au premier plan. C'est pourquoi les Verts ont toujours un double leadership. Nous avons 2 présidents de groupe, nous avons 2 candidats principaux, et ainsi de suite. Nous souhaitons également beaucoup de transparence en matière de rémunération, de manière à rendre transparent le montant que paye une entreprise à un homme et à une femme, pour détecter les inégalités, car il est assez étonnant de ne pas savoir combien payent les entreprises. Selon vous, le prochain président de la Commission doit être une présidente? Ce serait quelque chose que nous aimerions vraiment voir. Nous n'avons jamais eu de femme présidente de la Commission.
Je pense qu'il est temps. Il est également temps que nous ayons une commission égalitaire en matière de sexe. Nous proposons depuis longtemps déjà que les pays nomment une commissaire femme et un commissaire homme afin que la présidente de la commission puisse elle-même choisir de créer une commission équilibrée entre les sexes. Et il reste encore beaucoup à faire. Nous passons maintenant à un autre sujet, l'un des plus gros problèmes de l'Union européenne. C'est une question qui vient de Maman Lawal au Niger. La question est de savoir comment gérer le flux de migrants vers l'Europe après tant d'échecs dans le partage entre pays. La migration est devenue l'une des principales préoccupations des électeurs lors des élections. Comment répondez-vous à cette question ? Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour que les gens ne soient pas obligés de fuir. Et bien sûr, tous les problèmes ne pourront pas être résolus demain par l'Union européenne, comme la guerre en Syrie. Mais les États membres exportent toujours des armes vers des pays comme l'Arabie saoudite qui bombardent le Yémen. Ce n'est pas l'unique zone de conflit où nous envoyons des armes, cela devrait s'arrêter. Nous devrions avoir une politique commerciale qui ne rende pas les pauvres encore plus pauvres, une politique agricole qui ne prive pas les gens de leurs moyens de subsistance, pareil pour la pêche. Nous devrions également nous assurer que personne ne se noie en Méditerranée car je ne peux pas accepter qu'en 2019, nous vivions dans une Union européenne où des personnes se noient en Méditerranée. Nous savons où ils sont, nous savons où ils se noient et nous ne les aidons pas du tout. Nous arrêtons même les gens qui veulent les aider. Et c'est quelque chose que je ne veux pas voir dans l'Union européenne. Vous êtes donc frustré par le fait que l'UE n'a pas trouvé de solution en la matière ? Car de nombreux pays ne sont pas disposés à accepter un quota de réfugiés. De quelle approche européenne commune parlons-nous ? Le Parlement européen a en fait trouvé un compromis entre les groupes dans lequel un large consensus a été trouvé sur la manière de parvenir à une répartition équitable des responsabilités. Parce que oui, si un grand nombre de personnes arrivent dans un pays, le problème est énorme. Mais si ce défi est partagé par de nombreux États membres, cela change tout. Qu'en est-il de l'accord entre l'UE et la Turquie ? L'UE vante cet accord. Que pensez-vous de cet arrangement visant à garder les gens hors des frontières ? L'arrangement avec la Turquie n'est même pas un accord, c'est juste un communiqué de presse commun avec aucune garantie sur les droits de l'homme. Donc il s'agit essentiellement de s'assurer que personne ne vient ici sans aucun respect pour leurs droits humains. Nous rejetons donc totalement cette façon de faire. Il faut un nombre limité ? Quel nombre ? Sur le nombre de réfugiés et de migrants qui viennent en Europe. Si quelqu'un est dans le besoin, on ne peut pas dire « vous êtes la 1001e personne, donc non, nous ne vous acceptons pas en tant que réfugié ». Vous ne pouvez pas limiter les réfugiés. La migration est un sujet totalement différent. Les réfugiés sont des personnes dans le besoin et vous ne pouvez pas les empêcher d'entrer. C'est le droit international, le droit européen. C'est l'humanité qui fait en sorte que les gens doivent être protégés. Mais encore une fois, la migration est totalement différente. Donc c'est la migration de travail, par exemple. Bien sûr, l'État peut dire que nous en prenons tant par rapport à leurs compétences, mais pas l'année prochaine. Ça, c'est normal. Quelle est la stratégie du Parti des Verts pour s'attaquer aux partis populistes qui semblent gagner en influence pour les prochaines élections ? Oui, attendons tout de même le jour du scrutin, mais effectivement, je pense qu'il est important que tous les partis démocratiques se démarquent clairement de l'extrême droite et disent non, nous défendons les droits de l'homme et nos valeurs européennes et nous gardons notre distance. Car l'un des plus grands dangers dans cette course à l'extrême droite est que les partis du centre et du centre droit se déplacent vers la droite et se joignent à ce discours. Et une fois que vous vous inscrivez dans le discours de l'extrême droite, vous les légitimez et vous les aidez. Donc vous ne feriez pas de débat avec eux ? J'aurais espéré que les conservateurs disent « Non, je ne suivrai pas le même discours, je ne ferai pas de coalition avec l'extrême droite ». Nous en avons vu en Autriche, mais aussi en Andalousie, des députés, mais aussi des libéraux qui se joignent à une coalition d'extrême droite. Ces coalitions ne défendent pas les droits de l'homme. Ceci ne doit pas arriver, c'est un danger. Sur la question de débattre avec eux, vous pourriez débattre avec eux ? Car certains politiciens refusent de débattre. Et vous ? Je ne voudrais pas engager de discussion avec quelqu'un qui ne respecte pas les droits d'un réfugié et il y a des gens dans cette assemblée qui pensent que les gens devraient se noyer. Je ne peux pas discuter avec ces personnes. Ça me semble assez clair. Avant de continuer avec les questions, revenons sur ce que vous avez pu dire ici au Parlement européen. Écoutez.
L'Europe a promis à tous ses citoyens la démocratie, l'état de droit et les libertés civiles. Mais ces très grands succès sont menacés. Nous devons nous battre à nouveau pour eux chaque jour au sein de l'Europe, car des juges sont actuellement destitués. La corruption est légalisée. Des journaux sont fermés, des universitaires harcelés et la société civile traitée de criminels. Nous avons des responsabilités, vous en tant que président de la Commission et nous en tant que membres du Parlement européen, mais aussi tous les Européens, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Car si l'Europe perd en démocratie, elle se perdra. Vous vous adressiez à Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne. Est-il un obstacle pour la démocratie ? Pas du tout. En fait, je parlais de la situation dans les États membres et nous constatons des tendances inquiétantes. Par exemple, la Hongrie est un excellent exemple d'endommagement de l'état de droit et de la démocratie. Mais ce n'est pas le seul. En Pologne, l'indépendance du pouvoir judiciaire est attaquée, pareil en Roumanie. Nous avons donc beaucoup de problèmes et je pense qu'il est vraiment important de défendre la démocratie, les libertés civiles, la primauté du droit, car il s'agit d'une valeur fondamentale de l'Union européenne. D'accord. Eh bien, passons à notre prochaine question de Pierre, qui est étudiant à Bruxelles. Bonjour Ska, j'ai une question sur le commerce. Étant donné l'importance des échanges commerciaux avec les États-Unis, comment inciter Donald Trump à devenir plus vert ? C'est une lourde tâche. C'est une très bonne question, j'aimerais avoir la réponse, mais je pense qu'il faut utiliser le commerce comme un instrument, car nous pensons que nous devons conclure les accords commerciaux uniquement avec les pays qui ont signé l'accord de Paris, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Ces choses sont liées. Le commerce ne devrait pas contredire nos objectifs climatiques et nous sommes favorables à la coopération internationale, à la coopération bilatérale. Mais cela doit aussi se faire sur la base d'accords internationaux et d'un accord multilatéral. Vous dites donc que vous vous opposerez à un accord commercial avec les États-Unis, sachant qu'ils n'ont pas signé l'accord de Paris. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux. S'ils ne signent pas les accords de Paris? Pour le moment, nous ne discutons pas de la question de savoir s'il devrait y avoir un nouvel accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Ce n'est pas le bon timing car Trump menace les exportations de voitures européennes avec ses droits de douane et l'Union européenne l'accepte. Ce n'est pas une bonne position à adopter, mais à part cela, nous ne devrions pas conclure d'accord de libre-échange avec des pays qui n'ont pas signé l'accord de Paris. Vu ce que vous venez de dire et vu vos divergences de point de vue avec Trump, si vous étiez présidente de la Commission européenne, voudriez-vous vous asseoir et le rencontrer? Oui, malheureusement, vous devez également parler à des personnes que vous n'aimez pas beaucoup dans votre travail, et c'est toujours le cas. Place maintenant aux questions binaires. Répondez par oui ou par non à ces questions, pas d'échappatoire possible. Une armée européenne, oui ou non? Non, je veux savoir qui envoie l'armée, le Parlement comme en Allemagne ou... Un seul mot, un seul mot. Un deuxième mandat pour Donald Trump. Pardon, quoi? Un deuxième mandat pour Trump. Non, non. La Chine est-elle une menace pour l'Union européenne? Oui. Révocation de l'article 50 pour arrêter le Brexit. Oui. Votre lieu préféré, Strasbourg, est-ce un gaspillage d'argent? Oui, je parle du Parlement, pas de la ville. Les gens doivent-ils avoir moins d'enfants pour aider à sauver l'environnement, oui ou non? Non. Jean-Claude Juncker a-t-il été un bon président? Non. Enfin, scooter électrique, oui ou non? Je n'ai pas encore essayé. Vous n'avez pas encore essayé? J'ai un vélo, ça me convient parfaitement. Je dois dire que je suis sceptique à propos de ces vélos électriques parce que je pense que je n'ai pas encore 50 ans. Je suis un peu une sceptique de l'innovation. Je dois dire que je déteste ces scooters. N'est-il pas un peu embarrassant que Greta Thunberg, qui n'est activiste que depuis quelques mois, ait plus d'impact sur la cause environnementale que vous à travers l'Europe, alors que vous faites de la politique depuis plus d'une décennie?
Nous avons établi la limitation de CO2 pour les voitures et les camions. Nous avons fait cette loi sur le climat, nous avons interdit les pesticides nuisibles pour les abeilles. Je pense que nous avons eu beaucoup d'impact, même si nous aimerions avoir une force verte plus puissante dans le prochain Parlement, mais nous avons eu un impact, vous ne pouvez pas le nier. Vous n'allez pas vous retirer pour Greta. Elle devrait nous rejoindre. Merci à vous et à bientôt. Thanks very much, guys. Good night.